Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire, c'est Paul Watkinson qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, facilitateur, négociateur des COP, notamment pour la France. Il nous dira ce que l'on peut attendre de cette COP 30 qui vient de s'ouvrir au Brésil. Auparavant, je reçois Laetitia Audibert, fondatrice de Bouge ton Good. C'est une entreprise d'action solidaire ludique pour favoriser l'engagement des salariés et des clients. Dans notre Zoom, on parlera du défi de l'accessibilité des villes, notamment pour les personnes en situation de handicap. Comment mettre les entrepreneurs à contribution. Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Anaïs Paris. C'est une marque de soins et de compléments alimentaires responsables. Voilà pour les titres. C'est l'heure de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Laetitia Audibert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Gandhi et de Bouge ton Good. Alors, je veux bien que vous nous expliquiez, parce qu'il y a une succession d'expériences. Déjà, comment vous avez créé Gandhi? Pourquoi? Alors, ça remonte à quand j'avais 6 ans, parce que j'ai fini de... Oui, j'ai commencé très tôt l'entrepreneuriat. En fait, quand j'ai eu 6 ans, j'ai fini devant le juge pour enfants, parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire à la cantine qu'à des personnes pauvres dans l'école. Donc, au début, j'ai donné mes repas, puis au bout d'un moment, j'ai eu faim. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait la révolution à la cantine, bataille de purée, etc. Et la maman du fils du maire m'a attrait en justice. Donc, je me suis retrouvée à 6 ans devant un juge pour enfants. Qui vous a dit quoi? Et alors qu'il m'a dit, oui, mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Et donc là, je me suis dit que ma carrière de justicière était fichue. Mais quand j'ai quitté son bureau, il m'a murmuré, mais vous avez eu raison. Et donc, vous êtes devenue avocate, c'est ça? Et je suis devenue avocate. Donc, mais ce besoin de justice, il était beaucoup plus fort que ça. Et je me suis dit, OK, comment je vais contribuer? Et alors, Gandhi, c'est quoi? Eh bien, Gandhi, il est né comme ça, en fait, en se disant, OK, moi, je veux la justice, c'est bien, mais je veux une justice pour tous et une justice globalisée. Et donc, j'ai créé un système qui, d'abord, était un système de cagnotte solidaire, 100% dédié aux associations, pour que les particuliers comme les entreprises puissent collecter des dons avec un processus de viralité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas seul, on donne à plusieurs. On crée une communauté de donateurs. Et puis, fil en aiguille, on a été pas mal sollicité par les entreprises qui nous disaient, ben oui, nous, on veut embarquer nos clients, nos collaborateurs avec des dons d'onboarding pour souhaiter bienvenue à un collaborateur quand il rentre dans une entreprise, les dons cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et puis, on s'est dit, OK, on va construire un système qui va permettre aux entreprises qu'on a beaucoup fréquenté, de remplir tous leurs besoins. Donc, on a créé ensuite, cette année d'ailleurs, on a lancé Gandhi Bouge ton Good, qui a pour vocation d'être un outil 360. Comment ça fonctionne, Bouge ton Good? Ça fonctionne de façon protéiniforme. On va d'abord embarquer les collaborateurs autour de l'engagement solidaire en les encourageant à faire du sport. Donc, on couvre plus de 50 activités physiques. Donc, chaque fois qu'ils vont bouger, que ce soit la marche, le yoga, le vélo, eh bien, leur activité physique va se transformer en good karma, qui deviennent des dons pour des associations financées par l'entreprise. Et donc, on touche à la fois le collaborateur, mais surtout, on a une grande nouveauté là, qui est qu'on va toucher le consommateur final. C'est-à-dire que vous êtes le client d'une marque, vous allez aussi pouvoir bouger pour cette marque, par exemple pour Octobre Rose, prendre soin de votre santé tout en faisant du bien à une cause derrière. Mais on va beaucoup plus loin parce que le sport, c'est super. Aujourd'hui, 95% des Français sont sédentaires. Donc, c'est un gros enjeu pour de santé tous, publique. De santé publique, tout à fait. Et donc, déjà, au-delà du sport, on va leur donner des conseils de diététique, de nutrition, sur la santé mentale, grande cause nationale 2025. Mais également, on va les former à la RSE. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises ont toutes compris que la RSE est un impératif, qu'elles ne peuvent plus en faire l'économie. Mais pour le collaborateur, c'est quelque chose d'assez lointain, d'un petit peu nébuleux. Au mieux, il pense que c'est l'empreinte carbone. Et donc, par le biais de la gamification, on va leur donner la possibilité de se former. Comment ça marche alors? Ça marche... La gamification, donc c'est quoi? Alors, je voudrais juste, parce que là, vous avez un peu tout déroulé. Si je reprends le sport, par exemple, donc moi, je travaille dans une entreprise qui a décidé de s'associer, d'être partenaire de Bouge ton Good. Je vais rentrer
dans une appli Oui, le nombre d'heures de sport que j'ai fait dans la semaine, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une appli qui va être complètement aux couleurs de l'entreprise et qui va vous permettre de récupérer les calories. Donc, plus on brûle de calories, plus on fait grossir une asso. Et donc, l'idée, c'est que... Alors, c'est quand même cadré parce qu'on ne veut pas que les gens trichent. On a eu des gens qui ont mis leur montre connectée autour du collier de leur chien pour gagner absolument, parce que bien sûr, dans la gamification, ça devient une compétition entre les équipes collègues, entre collègues. Et donc, on peut gagner 50 gouttes karma par jour, qui équivalent à 500 calories, ce qui est déjà pas mal. Et donc, techniquement, on est connecté aux applications de santé de Google, et d'Android et de Apple. Mais ensuite, ça devient un don à des associations. Exactement. C'est ça. En fait, l'entreprise arrive, on va déjà l'aider à choisir l'association qui va correspondre à ses valeurs, à son métier, à son ancrage territorial, pour que ça fasse sens. Nous avons une sélection de 110 associations que nous avons vérifiées pour leur probité. Donc, on sait où va l'argent, à quoi il sert. Et nous avons même créé avec SGS un label, le SGS étant le leader mondial de la certification, qui va valoriser la probité des assos. Et déjà, dans un premier temps, on implique déjà les clients ou les collaborateurs, parce qu'en général, on choisit 4-5 assos. Et ce sont les collaborateurs ou les clients qui votent pour l'association pour lesquelles ils veulent bouger. D'accord, on choisit la cause pour laquelle on fait du sport. L'implication, elle est dès nativement. Et ensuite, l'entreprise me dit, moi, mon budget de don, c'est X, et j'ai tant de collaborateurs ou de clients visés. Et donc, on calcule la valeur du good karma en fonction de ça, et c'est financé. Donc, c'est en gros, fais du sport, fais un don, fais payer ton patron. Et lui, il défiscalise, parce que bien sûr, le don est défiscalisé. Ah, donc les clients sont aussi concernés? Absolument, absolument. En fait, on s'est rendu compte que, bien sûr, la RSE pour les collaborateurs, c'était une première étape nécessaire. Mais si on veut vraiment que le monde change, il faut aller toucher le grand public. Et donc, d'ailleurs, récemment, on a fait une très belle opération avec, je ne sais pas si je ne crois pas que je peux citer de marque, d'accord, avec Perle du Nord, par exemple, qui, pour Octobre Rose, a embarqué ses consommateurs à faire ce challenge, et donc au profit de la lutte contre le cancer du sein. Et donc, on a fait des quiz de sensibilisation. Les consommateurs ont pu relever des défis de photos, ont lu des articles sur la thématique d'Octobre Rose. Et donc, on les a accompagnés pendant 1 mois. Les gens ont bougé, ils ont été hyper contents. Et l'idée, c'est que derrière, on se rappelle beaucoup plus de la marque, parce que le sujet, c'est que 77% des Français veulent que les marques s'engagent, sauf qu'ils sont incapables de citer une action RSE d'une marque. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le vivent pas. Donc nous, on leur fait vivre la RSE de la marque. Et en plus, ça évite tout ce qui est greenwashing, social washing derrière. Et en plus de ça, pour la marque, c'est un double bénéfice de fidélisation émotionnelle, mais également, c'est une façon de prouver ce qu'elle fait. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et au-delà de ça, en termes de communication, c'est extrêmement puissant, puisque dans l'application Bouge ton Good, il y a la possibilité de faire de l'UGC, donc du User Generated Content. C'est pas les cinémas. Et donc, c'est le consommateur lui-même qui va partager sur les réseaux sociaux, fier de marcher. Qui devient un ambassadeur. Qui devient un ambassadeur. Voilà, on les fait passer de spectateurs passifs à ambassadeurs actifs qui va communiquer pour la marque. Donc ça, c'est pour les clients et les consommateurs. Si on revient aux salariés qui participent comme ça au soutien d'une cause grâce à Bouge ton Good, quel retour vous avez justement des collaborateurs, de ce que ça représente au sein des entreprises? Ces défis, on disait tout à l'heure, parfois ils se tirent la bourre entre eux, il y a un petit côté compète, quoi. C'est ça, alors, il y a la compète et il y a surtout, alors beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, ils font le point Bouge ton Good tous les lundis matins, de qu'est-ce que tu as appris. Donc déjà, ça c'est vraiment hyper important, ça crée une énorme cohésion, et surtout dans un monde où il y a énormément de télétravail, où les gens ne se voient plus, ça crée un moment de lien. Par ailleurs, c'est aussi un énorme enjeu pour la marque employeur. C'est-à-dire que quand on embauche un jeune talent, la Gen Z, aujourd'hui, elle a besoin et envie d'aller dans des entreprises engagées, et elle va pouvoir faire du bien. Quand vous savez que chaque pas que vous faites, ça va aider un enfant malade, reforester quelque chose, déjà, ça vous donne vachement plus envie de faire du sport, parce que c'est un peu plus motivant quand même. Et en plus, vous avez cette compétition avec les collègues, l'équipe, du coup, comme on peut s'affronter
quand tu es en équipe, on se pousse entre nous, donc c'est assez sympa. Ouais. Alors, vous parliez de la génération étudiante. Votre actualité, c'est Student for Impact qui s'attaque à la précarité étudiante. On va regarder quelques chiffres, source Linky, études auprès de 20 000 étudiants. 78% d'entre eux qui vivent avec moins de 100 € par mois après avoir payé leur loyer, 62% qui sautent régulièrement des repas, 25% qui envisagent d'arrêter leurs études, et puis certains qui ont dû redoubler à cause d'un job étudiant qui leur prenait trop de temps, 12%. C'est quoi Student for Impact? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est notre nouveau programme qui sort début décembre. En fait, on a vu ce sujet. La précarité étudiante, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et en face, on a des associations qui ont besoin de dons. Donc, on s'est dit comment, avec ces données, on arrive à créer un programme qui va encourager les étudiants à collecter pour des associations via nos cagnottes Gandhi, mais avec un programme spécifique. Non seulement on va les aider, on va leur proposer de collecter des dons, ils vont être formés via Discord, parce que c'est une plateforme qui aime beaucoup les jeunes, etc., avec aussi de la gamification, et ils vont pouvoir toucher 30% de ce qu'ils vont collecter. Du coup, payer leurs études, avoir une ligne sur leur CV qui, au lieu d'aller bosser dans un fast-food et avoir des horaires compliqués, là, ils peuvent s'organiser sur leur temps de travail. La ligne sur le CV, elle sera de Fundraiser. Elle va également une expérience humanitaire enrichissante et en plus, elle va avoir un certificat Gandhi qui va attester de sa formation. En face, les associations, elles vont avoir une armée d'influenceurs qui vont pouvoir collecter via les réseaux sociaux, via Twitch, via leur cercle proche et multiplier la collecte. Et donc, c'est un triple bénéfice. Les étudiants, les assos et la société qui, du coup, luttent contre la précarité, permet à ces jeunes de sortir de ça, de moins redoubler, de s'organiser comme ils veulent sur leur temps de travail. C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, ces 12% qui ont dû redoubler à cause du job étudiant, il faut pas que ça vienne au détriment de leurs études. Exactement. Donc là, ils sont libres. En fait, plus ils collectent, plus ils touchent. Là, on ne peut pas faire plus... Donc, ils s'organisent. Mais ça peut les inciter à y passer beaucoup de temps. Donc, il y a un petit risque quand même. C'est effectivement le risque. Après, le fundraising, ça reste un petit peu difficile. Et puis après, c'est peut-être une vocation qu'ils se trouvent et un métier qu'ils vont pouvoir exercer. C'est effectivement une limite que nous, on ne peut pas mettre derrière. Mais en tout cas, elle est moins réglementée qu'un job où vous devez faire des horaires de telle heure à telle heure. Il y a beaucoup plus de souplesse derrière. Et on croit beaucoup à ce projet parce que les jeunes sont très volontaires. Je pense qu'il y a un gros jeune washing ou bashing. Et en réalité, les enfants ou les jeunes, ils ont envie de bosser. Ils sont très concernés par le social et l'environnement. Et je pense que c'est pour eux une occasion de faire du bien tout en étant moins précaires et stabilisés dans leurs études. Merci beaucoup Laetitia Audibert. Bon vent à Bouge ton Good. Voilà, on passe au zoom de ce Smart Impact, l'accessibilité des villes en question. Le zoom de ce Smart Impact, on va notamment beaucoup parler d'accessibilité des villes avec Yves Pucheral. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de WaterConnect et président de l'association À Tour de Bras. Je vais commencer par cette activité d'entrepreneur. WaterConnect, ce n'était pas votre première entreprise, d'ailleurs vous l'avez fondée en 2018. C'est quoi WaterConnect? Qu'est-ce que vous proposez? Alors effectivement, WaterConnect, on est fabricant de mobilier urbain, voilà, pour rendre la ville plus confortable pendant les périodes de canicule. Donc des îlots de fraîcheur, voilà, par exemple. Des îlots de fraîcheur, des fontaines brumisantes, des kiosques brumisants. Voilà, c'est vraiment effectivement notre fer de lance. Et avec un motto en quelque sorte, une mantra qui dit rendre ces îlots de fraîcheur, ces fontaines à boire, accessibles à tous. J'ai vu ça sur votre site et c'est quelque chose de très important pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour les rendre les plus inclusives possibles, les plus inclusifs possibles, ces lieux? Alors effectivement, je vais remonter un petit peu en arrière sur la genèse en fait de l'entreprise WaterConnect. C'est une rencontre entre deux associés. Donc, mon associé, c'est Pascal Poncet, spécialiste dans les fontaines, dans la fontainerie, et moi, j'ai travaillé longtemps dans le mobilier urbain. Donc, on s'est associés autour
autour de ce projet. Et le premier projet sur lequel on a travaillé, c'était comment lutter contre l'ouverture des bornes à incendie pendant l'été par les enfants. Ça s'appelle le street pooling. Ça vient des États-Unis. Bien sûr. On a Et tous ces là, on a été contacté par le cluster au milieu sol qui est à Choisy-le-Roi et qui nous a demandé de travailler sur cette problématique. Et donc ça a été le premier produit, comment effectivement éviter l'ouverture des bornes d'incendie. Et on s'est dit, si les bornes d'incendie sont ouvertes pendant l'été par les enfants, c'est qu'il y a un besoin de rafraîchissement. Et là, on a créé des îlots de fraîcheur, des kiosques brumisants qu'on installe pendant l'été dans les cités sensibles pour que les enfants puissent se rafraîchir. Et partout où on a installé en Île-de-France, il n'y a plus d'ouverture de bornes à incendie. Donc ça marche. Ça, c'était le premier produit. Et suite à ça, eh bien, on a répondu à des appels à projets, notamment avec Haute-Paris. Et Haute-Paris lançait donc un appel à projets qui s'appelait pour les JO, les Jeux Olympiques. Et Paralympiques, tout à fait. Imaginez la fontaine du 21e siècle. C'était le titre de l'appel à projets. Et alors, on s'est dit, il faut effectivement que cette fontaine, elle soit inclusive. Inclusive, ça veut dire en accessibilité universelle pour tous. Mais c'est pas le cas systématiquement. Il y a des fontaines que si on est en fauteuil, on peut pas. Par exemple, il y a des super fontaines. Tout le monde connaît la fontaine Wallace avec les cariatides, et il y a un petit filet d'eau qui coule donc au milieu, mais qui est parfaitement inaccessible pour une personne qui est en fauteuil ou pour un enfant ou pour une personne âgée. C'est très compliqué. Et donc on s'est dit, nous on va faire une fontaine accessible à tous. Alors, c'est pas simplement les personnes handicapées, c'est tous les enfants, les personnes en fauteuil, les personnes âgées, les personnes valides. Et on a même travaillé avec l'APF, l'Association des paralysés de France. On a présenté notre projet et ils nous ont même fait rajouter, ce qui est amusant, ils ont dit, mais pour les chiens d'aveugles, est-ce que vous avez pensé aux chiens d'aveugles? Et donc, on a rajouté une option avec une mini-gamelle pour les chiens, c'est ça? Un bouton poussoir. Et donc, ça déclenche une petite cascade pour les chiens. Pour les chiens, ok. Alors, ça rejoint en quelque sorte votre histoire personnelle, Yves Pucheral, parce que on va parler de cette association à tour de bras. Il faut dire que vous êtes vous-même en fauteuil roulant. Qu'est-ce qui vous est arrivé assez jeune, d'ailleurs? Ben voilà, alors, c'est vrai que j'ai un parcours personnel et professionnel un petit peu atypique. C'est que j'étais donc diplômé de l'ESTP. L'ESTP, c'est l'école spéciale des travaux publics. Et donc, mon premier chantier a été en Afrique noire, en Côte d'Ivoire, pour construire des châteaux d'eau, voilà. Et en revenant en France avec mes parents, partant en vacances à Noël, la voiture a dérapé dans un virage sur du verglas. On est tombé dans le ravin. 8 mètres en chute libre. On est tombé sur le toit. Et il n'y a pas eu de mort, heureusement. Et d'un seul coup, je sentais plus mes jambes. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Et j'ai découvert plus tard que j'étais devenu paraplégique. Donc là, ça a été je dirais effectivement un choc pour moi, pour la famille, pour tout le monde. Et j'avais 22 ans à l'époque. Et c'est donc il y a longtemps, parce que le temps a passé. Mais ça ne vous a pas empêché de faire une carrière, de devenir entrepreneur, etc. Et là, justement, il y a 40 ans, trouver du travail en tant que personne handicapée, c'était très difficile. Et donc, je me suis dit, je vais créer mon emploi. Et j'ai suivi des cours de gestion et j'ai créé ma première entreprise. Et ça a vraiment été une planche de salut. Se dire, tiens, je suis capable de faire quelque chose. J'ai oublié ma différence. Et donc, j'ai mené plusieurs entreprises, dont la première qui était grosse, puisque quand on a vendu au bout de 15 ans, je l'ai montée avec mon épouse, on était plus de 150 salariés. Donc, à chaque fois, je me suis dit, là, on oublie complètement son handicap, sa différence, il faut y aller, quoi. Enfin, et puis ensuite, c'est je dirais, le hasard des rencontres
et puis la passion qui m'a fait à chaque fois recréer des entreprises, d'autres entreprises différentes. Et aussi créer, parce que le temps file, il nous reste 5 minutes et je voudrais qu'on y consacre du temps, cette association qui s'appelle À Tour de Bras. Alors peut-être qu'il faut raconter l'histoire à l'origine de l'association À Tour de Bras. C'est un sacré défi quand même. Oui, c'est justement quand... parce que comme je disais, au bout d'un moment, je garde souvent mes entreprises 15 ans, et puis au bout d'un moment, Vous les vendez. Voilà, je les vends. Et puis là, la dernière, eh bien, il a fallu, effectivement, quand je l'ai vendue, d'un seul coup, on se retrouve de 200 à l'heure à zéro, quoi. Et là, j'ai eu la chance de prendre ma retraite. Donc, je me suis dit, comment faire pour passer de 200 à 0 ? Et avec des amis, on faisait des tours de vélo. Et moi, en handbike, le handbike, c'est un vélo couché. Et on pédale à la force des bras. Et on est parti de la mer Noire, de Roumanie, de la mer Noire. On a remonté le Danube, le Rhin et la Loire jusqu'à l'océan Atlantique. Et suite à ça, on s'est dit, mais il faut faire participer d'autres personnes, c'est quand même extraordinaire. Ça a été c'était pas de la compétition, mais c'était une victoire sur moi-même. Et donc, chaque année, depuis 2014, chaque année, on organise un grand périple. Quand je dis grand périple, c'est qu'on a fait les chemins de Saint-Jacques, on est parti de Vézelay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, toujours avec des nouveaux à tour de bras, à tour de bras, toujours à tour de bras. On est allé à Rome, on a traversé la France dans tous les sens, et à chaque fois, c'est une victoire. Tous ceux qui viennent avec nous, alors on est 10, pas plus, parce que c'est une grosse gestion. Mais c'est à l'arrivée, tout le monde est heureux. C'est vraiment une victoire sur nous-mêmes. Le fait d'avoir traversé autant de villes, ça vous donne une bonne vigie, en quelque sorte, d'observation de l'accessibilité de ces villes. En préparant l'émission, on est tombé sur ce classement des métropoles les plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, c'est la proportion, regardez, d'habitants qui déclarent être rarement ou jamais gênés lors des déplacements. Et alors, c'est surprenant les chiffres. Le mieux, c'est Grenoble, Alpes Métropole, 30%. Donc, c'est 30% des habitants de la ville qui disent « je suis rarement ou jamais gêné dans des déplacements ». Ça veut dire que 70% sont gênés dans leurs déplacements. Et puis après, on déroule. C'est moins bien pour Rennes, même s'ils sont sur le podium, 27%, Nantes 24%, etc. Strasbourg, puis Montpellier, Paris et Marseille ferme la marche avec moins de 10% des personnes interrogées qui disent être rarement ou jamais gênées lors de leur déplacement. Ça veut dire qu'il y a une majorité de Français qui ne sont pas satisfaits de l'accessibilité des villes. Une grande majorité de Français. Alors, effectivement, sur l'accessibilité, moi j'ai le recul de 40 ans, puisque il y a eu quand même des progrès. Alors, la loi de février 2005 a aidé, donné 10 ans pour que tous les ERP soient accessibles, tout handicap confondu, les handicaps moteurs, handicaps visuels, auditifs et autres. Bon, on en est loin, mais il y a eu quand même de gros progrès dans ce sens. Également dans les transports, quand on prend le train, alors le métro à Paris, effectivement, c'est un mauvais exemple. Mais vous voyez une amélioration quand même. Moi, je vois une amélioration. Mais je vois une amélioration, encore une fois, pour tous. Le handicap, c'est quelque chose encore aujourd'hui en France qui fait peur. Le vieillissement de la population, si tout se passe bien, on sera tous vieux un jour. Et il faut adapter effectivement notre société pour tous. Et le fait de rendre accessibles les bus, les métros, ça profite à tout le monde, aux mamans avec une poussette, à tout le monde. Donc, si on élargit en fait le marché de personnes susceptibles, ça devient une obligation naturelle. Les entreprises, on va terminer là-dessus, elles ont un rôle à jouer évidemment, mais comment elles peuvent participer à rendre finalement les villes, l'environnement professionnel plus accessible? Déjà, il y a une obligation d'emploi de personnes handicapées dans les sociétés. Alors jusqu'à présent, effectivement, il y avait la crainte. Il faut que j'aménage mes locaux. Est-ce que la personne va être suffisamment formée? Est-ce qu'elle va pas être plus absente qu'une autre? Alors, effectivement, il y a un gros travail parce que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur au taux de chômage des personnes valides. Alors que quand une personne handicapée a la chance
de trouver un travail, c'est une façon pour elle de se rendre utile, d'être. On se prive de talent, d'intelligence. Voilà. C'est désespérant. Et je peux vous dire que elle fait attention d'être présente pour pas perdre son poste, tellement c'est difficile à trouver. Oui. Donc c'est l'inverse. Une personne handicapée est beaucoup plus présente, qu'une autre, quoi. Enfin, donc à partir du moment où l'accessibilité est faite, il n'y a pas de raison. Voilà. Et je suis un exemple quand même dans le côté... ça m'a permis, moi, d'aller au-delà de mon handicap, c'est les entreprises. J'ai oublié par la force des choses. Voilà. Merci beaucoup, Yves Pucheral. Et à bientôt sur Bismart for Change. Voilà, on passe au grand entretien de ce Smart Impact au cœur des négociations de la COP30 qui s'ouvre au Brésil. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Paul Watkinson, bonjour. Bonjour. Facilitateur, négociateur multilatéral des COP, évidemment. On va parler de la COP30, la 30e conférence des parties sur les changements climatiques qui vient de s'ouvrir au Brésil. Les chefs d'État sont arrivés hier au moment où on enregistre cette interview. Mais alors d'abord, j'ai vraiment une curiosité sur votre métier, négociateur multilatéral des COP. Je comprends bien ce que ça veut dire, mais en quoi ça consiste? Alors, d'une certaine façon, je change de métier parce que je ne suis plus négociateur, oui. Je suis plus en charge de ces questions cette année. Mais pendant de longues années, je pilotais la délégation française, j'étais au ministère de la Transition écologique, donc préparer la position en interne, en interministériel, avec notamment nos collègues de l'Union européenne, parce que c'est vraiment un travail où l'Europe parle d'une seule voix. C'était très important il y a quelques jours que l'Europe se mette d'accord sur sa contribution en amont de la COP. Mais j'ai également joué un rôle dans l'équipe de la COP 21 et j'ai par la suite présidé une des commissions, si vous voulez, de la COP, ce qui s'appelle un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. C'est là où on fait une grande partie des travaux de préparation de textes et de décisions de la COP. Ça se joue beaucoup avant, pas seulement, mais ça se joue beaucoup avant. Il y a 2 semaines de réunions qui ont lieu en juin, plutôt à Bonn, c'est le siège du secrétariat de la Convention climat. Et donc on passe du temps à préparer tout ça. Et c'est pas simplement ces semaines où les parties se retrouvent, les 15 jours à Bonn, les 15 jours de la COP, où là la pression monte pour vraiment arriver aux décisions. Il y a la pression médiatique aussi. Exactement, et la pression politique. Bien sûr. Avec les chefs d'État qui arrivent, qui envoient le message d'attente de décision, etc. Mais c'est piloter ça, c'est aider les parties à se retrouver sur des pistes de compromis. Et c'est compliqué dans ce processus multilatéral parce qu'on ne peut pas voter. On est presque 200 pays autour de la table de la Convention climat et avec des intérêts très divergents, évidemment. Les petits États insulaires qui veulent le maximum d'ambition, des pays comme l'Arabie Saoudite qui défendent quand même le maintien de la production pétrolière. Donc entre eux et les pays développés, les pays en développement, les différentes tensions géopolitiques jouent à plein. Et donc faciliter les solutions, c'est surtout un travail d'écoute. C'est quelque chose que Laurent Fabius a fait surtout très très bien lors de la COP de Paris. Créer la confiance des parties, chercher les compromis et guider les pays. Ne pas négocier avec chacun, parce que si on cherche à négocier avec chacun, on est perdu. Mais faire en sorte que les gens arrivent à un compromis, c'est ça qui est particulièrement difficile dans ce processus. Et évidemment, on va raconter comment ça s'est passé il y a 10 ans pour ces accords de Paris. Aujourd'hui, vous êtes dans cet univers, vous y continuez d'y participer différemment. C'est quoi votre... Je deviens effectivement conseiller, consultant indépendant pour travailler avec les acteurs sur ces questions. Donc, je continue à écrire pas mal sur ces questions, participer aux différents événements, notamment sur comment on peut changer ce processus pour faire moins de négociations. J'ai passé une vingtaine d'années à faire de la négociation, mais on a négocié... Pourquoi il faut qu'il y en ait moins, en fait? Parce qu'on a créé effectivement le cadre dont on a besoin. Avec l'accord de Paris, la communauté mondiale s'est dotée d'une boîte à outils, de l'accord lui-même et de toute une série de décisions d'application. Maintenant, il faut vraiment passer à la mise en œuvre. Bien sûr, on va réviser, on va revenir là-dessus. À ce moment-là, on revient sur la négociation.
Mais de plus en plus, on est comment faciliter la mise en œuvre, comment travailler ensemble, et ça dans une optique de plus en plus concertée. Et cette concertation, c'est d'avoir une vision de comment bien travailler pour avoir des résultats. C'est ça qui compte. Dans cette interview, il y a plusieurs chapitres. Forcément, on va se poser la question de cette COP30 et de ce qu'on peut en espérer. Mais alors, je voudrais quand même qu'on revienne, parce que c'est les 10 ans de l'accord de Paris. Donc, vous étiez l'un des plus proches conseillers de Laurent Fabius. Dans quel état d'esprit vous êtes dans peut-être 15 jours avant que ça commence? Est-ce que c'est déjà gagné parce qu'il y a eu des négociations, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a un énorme travail qui vous attend encore? Rien n'est gagné avant le dernier jour, avant le marteau qui tombe. Oui. C'est vrai que la présidence française en 2021 avait fait un travail très en amont. On a parlé de quelques semaines de négociations au milieu de l'année, mais c'était toute une série de rencontres bilatérales, des ambassadeurs qui voyageaient, des ministres eux-mêmes qui voyageaient, de rencontres pour préparer ce moment. Donc tout ça, déjà avait eu lieu. Donc la préparation avait été faite. Mais quand même, arriver au bout, c'était nécessaire de piloter les 15 jours de la conférence. Travailler avec les partis sur l'élaboration d'un texte de base qui était toujours truffé d'options. Et surtout, ensuite, affiner les choix de la fin de la conférence. Réduire le nombre d'options pour y parvenir. Et ça, c'était vraiment pas gagné d'avance. On aurait pu échouer, mais il y avait une vraie volonté de réussir. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui sont venus le premier jour de la COP, initialement, on n'était pas convaincus de l'intérêt d'avoir un sommet lors de la COP, mais ça envoyait un message très clair, que tout le monde attendait à ce que les ministres et les négociateurs produisent un résultat. Partir de Paris sans résultat n'aurait pas été acceptable. Tout le monde avait cette pression. Et donc, c'était trouver ce compromis qui était non seulement un compromis, mais un bon compromis. Quelque chose qui était un texte à hauteur du défi. Quel bilan vous en faites 10 ans après? Bon, évidemment, ce qu'on a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est faire une boîte à outils. L'accord de Paris n'a pas résolu le changement climatique. Non. Et malheureusement, ça continue à grimper. Les émissions ont augmenté l'année dernière, encore plus que les années précédentes, ce qui est inquiétant. Et on a dépassé pour la première fois les 1,5 degrés en 2024. Et donc, on n'est pas, pour l'instant, sur la bonne voie. Les partis sont en train de mettre sur la table le nouveau plan d'action, ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, les CDN. Tout le monde ne l'a pas fait pour l'instant. Et évidemment, les États-Unis sont partis, ce qui est problématique. Lorsqu'on les totalise, on n'est toujours pas sur la bonne voie. Le programme des Nations Unies de l'environnement vient de faire l'analyse il y a quelques jours. On est sur une voie qui nous mène à 2,3, 2,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Et chaque 0,1 a son importance. Chaque fraction de degré compte. Donc, on a besoin de renforcer l'effort. Cela étant, on est mieux placé qu'avant Paris, où c'était 4 degrés. Et on voit également d'autres changements. La baisse des coûts des technologies, notamment des énergies renouvelables, photovoltaïques, les batteries, les véhicules électriques. La technologie se met en place. L'investissement également va dans le bon sens. Au moment de Paris, l'investissement dans les énergies fossiles était déjà toujours beaucoup plus élevé que l'investissement dans les énergies renouvelables. Maintenant, ça s'est renversé. C'est 2 fois plus d'investissement selon l'Agence internationale de l'énergie, 2 000 milliards qui vont vers les énergies renouvelables. C'est un bon signe. Encore une fois, ce n'est pas assez. La question, c'est comment maintenant renforcer ça, passer à l'acte et corriger le tir. On va évidemment se concentrer sur cette COP30. Vous dites à propos de cette COP30 au Brésil, c'est une occasion de réaffirmer l'engagement en faveur de l'action multilatérale pour le climat, malgré les vents contraires significatifs. Évidemment, je vais vous parler de ces vents contraires qui viennent quoi? D'abord des États-Unis? Pas seulement, mais d'abord des États-Unis. Pas seulement. Clairement, la défection des États-Unis est une mauvaise nouvelle. C'est pas la première fois. Ils ont quitté Kyoto, ils ont quitté l'accord de Paris une première fois. Là, c'est la 3e fois, effectivement. Donc, il faut avancer sans les Américains, ce qui est difficile. Mais la question, c'est l'Europe, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui est très bien placé vraiment au centre de l'ensemble des groupes du monde. Il faut
réaffirmer le soutien au multilatéralisme et à l'action sur le climat. C'est vraiment le rôle de la réunion il y a quelques jours des chefs d'État, les chefs de gouvernement, pour réaffirmer ça. Il faut des résultats lors de cette conférence. Et des résultats qui ne sont pas que encore quelques mots dans un texte. C'est vraiment passer à comment la collaboration concrète peut nous aider à avancer. Il y a un exemple intéressant, c'est sur la question du financement des pays en développement. On peut même parler d'un mur ou d'un Everest de financement auquel on est confronté. Est-ce que, alors vous, même si vous n'êtes plus au cœur des négociations, je pense que vous connaissez bien l'état d'esprit des uns et des autres, est-ce qu'on peut espérer un accord là-dessus, ou est-ce que le fait que justement il n'y ait pas les États-Unis et d'autres pays, l'Argentine n'a pas envoyé de représentants non plus dans la foulée de l'addition naturelle, est-ce que vous êtes plutôt optimiste là-dessus ou pas ? Je pense qu'il ne faut pas passer du temps à être optimiste ou pessimiste, il faut être déterminé. Il faut vraiment agir et pousser l'action. Et donc vous dites quoi ? Il y en a qui sont déterminés ? Je pense que la détermination est là. Je pense que c'est ce que cherche à faire la présidence brésilienne. Ils ont mis sur la table deux choses. Ils ont mobilisé des ministres des Finances en amont de la conférence, un cercle des ministres des Finances. Ça, c'est quelque chose d'important parce que traditionnellement, la COP, ce sont des ministres de l'Environnement, des ministres du Climat. Si on veut vraiment mobiliser l'argent, si on veut transformer le système financier international, il faut des ministres des Finances également. Et ils ont préparé une feuille de route conjointement avec la dernière présidence de l'Azerbaïdjan, de la COP 29 l'année dernière, qui commence à esquisser une série d'actions. Ils ont même décliné ce qu'on devait faire en 2026, 2027 pour avancer. Alors ça n'a pas besoin d'être accepté par tout le monde, mais il faut avancer dans l'action. Et de plus en plus, ce dont on a besoin, c'est le leadership de la présidence de la COP, la capacité de mobilisation et de convocation, surtout de ces différents acteurs dans différents domaines. Utiliser un peu le soft power de la COP, qui ne peut pas prendre la décision sur les finances, mais qui peut impulser d'autres, les acteurs, les banques multilatérales de développement, les banques locales, et ensuite créer les conditions pour l'investissement privé d'être transformé. Vous parliez de multilatéralisme, c'est un des rares espaces où il existe encore à peu près, le multilatéralisme. Le multilatéralisme est ce dont on dispose. On est dans un monde fragmenté. On a toujours été dans un monde fragmenté. La souveraineté nationale reste très importante pour la plupart des États, pour tous les États. On n'a pas de dictateur mondial qui est capable de dire quoi faire. Et heureusement, peut-être, parce que... Donc, on a besoin de trouver des moyens de se mettre d'accord. Oui, mais encore faut-il que tout le monde vienne autour de la table. Quand les États-Unis ne sont pas là, et que... Alors, c'est pas le premier Donald Trump, hein. L'isolationnisme américain n'a pas attendu Donald Trump. Mais quand même, quand les États-Unis ne sont pas autour de la table et ont un discours clairement anti-multilatéralisme, ça complique la donne, quoi. Ça complique la donne, mais ça renforce la responsabilité des autres, notamment l'Europe, mais également la Chine. Nous avons besoin, nous sommes dans un monde qui est multipolaire. On le dit souvent, on n'est plus dans le monde uniquement unipolaire du Nord dominé par les États-Unis. C'est ça la complexité de l'équation. C'est un monde qui est en train de changer. Et ce changement, ce glissement n'est pas de tout arrivé au bout. Donc ça fait partie de la complexité de traitement du climat où les pays du Nord ont le sentiment de perdre un peu le leadership qu'ils avaient de l'économie mondiale depuis 2 siècles. C'est une bonne chose, mais c'est quand même douloureux. Effectivement, avec la Chine qui est en train de prendre un virage environnemental qui est quand même très intéressant. Quand on regarde les investissements dans les énergies renouvelables, je crois que la Chine investit plus à elle seule que tous les autres pays de la planète en énergie renouvelable. Alors, ça reste un pays très polluant, mais qui est en train de passer son pic de pollution, c'est ça, on peut dire ça ? On espère que la Chine arrive maintenant à un pic des émissions. Elle garde une ambiguïté sur l'année précise, etc. Les annonces de la Chine ne sont pas extraordinaires. Elle pourrait faire plus. On est tous un peu de cet avis-là. En revanche, la Chine crée les bases industrielles pour diriger la transformation. Dominer les industries propres de production de panneaux solaires, de voitures électriques. Maintenant, c'est vraiment la Chine qui assume le leadership dans ce domaine. La question, c'est à quel moment la Chine commence vraiment à basculer entre l'infrastructure fossile qu'elle a mise en place, qui est énorme, la consommation de charbon, la consommation de pétrole, qui commence à baisser, mais
pour l'instant, ne fait pas. La charbon, ils sont toujours en train de construire. Mais est-ce qu'ils utilisent ces centrales? Et à côté, ils construisent l'industrie de demain et l'infrastructure énergétique de demain. Le moment où la Chine décide définitivement le point de bascule, c'est un moment très important. Jusqu'ici, elle garde l'ambiguïté. Elle est dans une sorte d'ambiguïté. Un peu la possibilité. Et c'est là, d'autres, on doit travailler avec elle en disant, c'est votre responsabilité. Face à la défection des Américains, c'est important. Oui, mais alors on voit bien qu'elle en fait aussi un outil de géopolitique et de pression géopolitique. Ça, alors c'est plus complexe avec les terres rares et ce que la Chine a annoncé il y a quelques jours, mais ça impacte notamment tout ce qui est énergie renouvelable, pas seulement, puisque les terres rares, on les retrouve finalement au bout de la chaîne dans énormément de nos activités, de la défense à l'automobile, en passant par les éoliennes, les robots médicaux, etc., etc. Je ne vais pas faire toute la liste, mais non. On peut, alors soit on voit la bouteille à moitié pleine, soit à moitié vide, soit on se dit la Chine elle a un levier d'action et qui met en péril notre souveraineté, ou alors on se dit ça peut l'inciter à aller encore plus loin dans la transition environnementale. Je pense que notre relation avec la Chine va être très complexe dans les décennies à venir. C'est à la fois un partenaire essentiel et un concurrent. Et un concurrent qui joue dur, qui est en train de gagner des parts de marché au niveau international et s'intéresse à l'avenir de son industrie, de sa compétitivité. Donc l'Europe, les autres pays ont également à s'intéresser à ce que nous faisons nous-mêmes. Mais néanmoins, il faut trouver les endroits où la coopération joue. Et dans le domaine de la défense du multilatéralisme, les synergies d'intérêt sont très fortes. Et c'est là où on doit travailler ensemble et trouver comment collaborer sur certains points. Par exemple, avec les pays du Sud, la Chine attire énormément d'investissements. Mais pour l'instant, encore une fois, je reviens sur les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Il y a beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables, mais 85% va aux pays du Nord et la Chine. Ça laisse 15% pour le reste du monde. Ça, c'est pas acceptable. Ça doit changer. Et c'est cet élargissement au sud qui est vraiment essentiel pour la question de justice, la question d'équité dans la lutte contre les changements climatiques. On va parler un peu du secteur des transports et du rôle du secteur des transports, parce que l'un des principes de cet entretien, c'est que celui ou celle qui était à votre place la semaine dernière pose une question. Et donc, c'est en l'occurrence Manuela Roca, qui est la directrice générale adjointe de TELT, c'est le tunnel ligne TGV Lyon-Turin. Et alors, évidemment, elle vous a posé une question sur les transports. On l'écoute. Bonjour Paul, j'ai une question pour vous. Quelle est la contribution que vous attendez du domaine des transports et notamment du réseau nouveau européen pour arriver aux objectifs de la COP ? Alors, évidemment, elle va plaider pour le développement du rail, et c'est normal, mais quand on essaye de parler d'efficacité, vous disiez il faut être volontaire et il faut maintenant passer à l'acte et à l'efficacité, le développement du rail, notamment en Europe, c'est un enjeu majeur. Tout à fait. Il est évident qu'on doit totalement décarboner nos déplacements, que ce soit la voiture individuelle et les transports en commun. Et on sait bien que le rail est une excellente solution pour les transports sur 3-4 heures, 6 heures même. Et en Europe, c'est le gros de nos déplacements. On peut continuer à améliorer le transport, les trains à grande vitesse, les trains de nuit également ont un potentiel pour les voyages un peu plus longs. Malheureusement, on voit va pas tout à fait dans le bon sens en ce moment. Il y a des hauts et des bas et on entend que ça s'arrête encore une fois. Mais c'est une solution décarbonée par excellence. Dans un monde où on décarbone notre production d'électricité, les trains, c'est ça dont on a besoin pour une grande partie de nos déplacements entre villes. En Europe, c'est vraiment ce qu'il faut renforcer encore. Oui, mais alors au niveau mondial, le secteur aérien, là, prévoit une croissance des déplacements. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous qui avons profité de l'avion pour découvrir le monde et d'autres cultures pendant des décennies, de se dire on ne va pas interdire aux pays émergents qui, au fur et à mesure qu'ils gagnent en croissance, voient leur classe moyenne vouloir prendre l'avion. C'est un défi compliqué quand même, un débat compliqué.
La question était plus particulièrement par rapport à l'Europe, et là, c'est très adapté. C'est sûr, il y a beaucoup de pays où la construction de tout un réseau, de toute l'infrastructure de train est compliquée à cause des distances, à cause du terrain et autre chose. Donc, l'avion... c'est taillé vraiment une part très importante. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour décarboner l'aviation ? C'est un des défis les plus difficiles. Il y a un intérêt dans les carburants décarbonés d'une certaine façon, mais compensés. Tout le monde en veut, il n'y en aura pas assez, il coûte beaucoup plus cher, c'est compliqué quand même. Et de temps en temps, on entend parler de l'avion électrique, mais le problème d'un avion électrique, les batteries, c'est lourd. On ne peut pas transporter 500 personnes dans un avion électrique. Et ce n'est pas du tout la même chose que pour passer à la voiture électrique, où on peut avoir... On augmente maintenant l'autonomie pour arriver à quelque chose qui est tout à fait acceptable. Donc, le défi pour les transports, c'est un des défis qui va être le plus difficile à relever. Mais on ne devrait pas s'arrêter là. On devait décarboner tout le reste, décarboner déjà l'ensemble du système électrique, décarboner les transports de quotidien, que ce soit les transports en commun, que ce soit la voiture individuelle ou des solutions intermédiaires, partager les transports, etc. L'avion, je ne dis pas qu'on laisse ça à la fin, il faut avancer là-dessus, mais se pose la question de nos choix, de nos comportements également. Et là, c'est un choix politique très difficile. Est-ce qu'on commence à dire on fait un peu moins ? Alors, puisqu'on est, on vous a invité pour parler des COP, on est évidemment au cœur de l'action des États et de ce pouvoir réel qu'ont les États. Je voudrais quand même qu'on parle un peu du rôle des entreprises. On s'adresse à des chefs d'entreprise, à des cadres d'entreprise, à des salariés d'entreprise dans nos émissions. Quel rôle vous voyez les entreprises jouer dans cette transition et dans la capacité à atteindre, peut-être un peu tardivement, ce qu'on s'était donné comme objectif aux accords de Paris ? Bon, je disais tout à l'heure, avec l'accord de Paris, on s'est doté d'une boîte à outils. On a la boîte à outils pour les États. On met en place des plans d'action, on fait du reporting, un suivi, etc. Mais la mise en œuvre, c'est toute une série d'acteurs qu'il faut être mobilisés. Il faut que ça se décline au niveau territorial, avec les collectivités et au niveau des acteurs économiques. Le rôle des entreprises est vraiment critique dans la transition. On sait ça sur le plan national, mais au niveau international, c'est encore plus vrai. L'investissement se fait en grande partie par les entreprises. L'innovation se fait également avec les entreprises. Un travail parfois conjoint entre les États et les entreprises. Il faut que les États leur donnent un cadre facilitateur pour investir dans la décarbonation. Ce dont on a besoin, c'est le signal. Le signal qui vient des États. C'est pourquoi un certain flottement ces derniers temps au niveau européen n'est pas le bon signe. Il faut garder le cap de net zéro 2050 pour l'Europe, 90% en 2040. Et surtout, ça envoie un signal aux entreprises pour investir dans ce domaine. Là où on a besoin d'une vraie réflexion maintenant, c'est réconcilier le débat sur la compétitivité et sur la transition. Ça nous renvoie sur les questions de comment imaginer une véritable politique industrielle, quelque chose qui manquait. C'était presque tabou depuis quelques décennies de parler de politique industrielle, mais dans la transition devant nous, la Chine agit. L'Europe a besoin d'agir avec son industrie, avec ses entreprises, et on a besoin de réfléchir à l'articulation entre ça, nos politiques commerciales qui sont également bafouées par la politique de Trump et des États-Unis, et faire en sorte que ça crée les conditions favorables au changement. Sauf que, et vous l'avez dit tout à l'heure, on est plutôt dans une période... alors on parle de backlash, de retour de bâton ou de coup de frein. Quand on entend Donald Trump, alors là c'était dans le temple du multilatéralisme à l'Assemblée générale des Nations Unies dire que le changement climatique est l'arnaque du siècle, il envoie un signal aussi aux entreprises. Et notamment aux entreprises européennes qui font du business aux États-Unis. Donc, est-ce que ça ne va pas les inciter à se dire, bon, bah, finalement, c'est moins notre priorité, ou on va moins, en tout cas, communiquer sur le fait que les investissements de décarbonation soient une priorité ? Il y a effectivement un changement en cours. Un changement entre tout le système industriel, économique mis en place au 19e, 20e siècle et un système qui est vraiment pour le 21e siècle et par la suite. C'est naturel. Que ça craque, que ça grince. C'est difficile maintenant parce qu'on s'attaque au sérieux.
au début de la période Kyoto, etc., il y a 10, 20 ans même, on était dans les réductions marginales, on commençait à dire, voilà, on améliore des choses. Maintenant, il faut transformer en profondeur. C'est pour ça que ça devient difficile pour les entreprises, pour les individus. Difficile ne veut pas dire impossible, mais il faut trouver comment, associer ou rendre audibles les voix des entreprises qui agissent et qui voient l'opportunité dans la transformation. Et non seulement la voix qui est portée par Trump, qui est portée par d'autres. Qui en fait un combat presque culturel. C'est un changement qu'il faut gagner. Mais il faut associer les gens. Il ne faut pas que ça soit casser quelque chose, mais il faut que ça marche pour les gens, y compris les citoyens. Qu'il ne faut pas oublier dans cette équation. Et parfois, les politiques climatiques n'ont pas suffisamment associé les citoyens en amont, et on voit ça qui est exploité dans ce backlash et ce populisme. Un dernier mot sur cette COP 30. Est-ce que c'est une COP dont on attend une grande annonce ou pas forcément ? Je pense que les sujets à l'ordre du jour ne sont pas les sujets qui donneront la grande annonce en tant que telle. C'est plutôt la façon qu'on fait vraiment le pivot vers la mise en œuvre. Ce que je voudrais bien voir, depuis 10 ans, on fait toute une série d'annonces et initiatives qui sont lancées. Mais il n'y a pas eu de service après-vente. On a besoin que la présidence fasse un packaging de tout ça, avec vraiment un suivi, service après-vente. Qu'est-ce qu'on fait en 2026 ? Ils ont déjà commencé à esquisser ça sur la partie finance. Qu'est-ce que vous attendez de la présidence brésilienne de cette COP ? Exactement. Et commence à dire comment on avance. Qui fait quoi ? À quel endroit, à quel moment ? Réunir les gens l'année prochaine à quelques moments pour vraiment faire le point sur l'avancement. Et c'est ça, mettre la pression. Parce que si on se contente d'avoir une belle photo du président de la COP avec quelques ministres, PDG et une vedette de cinéma, parce que ça passe bien sur les réseaux sociaux, l'initiative n'a de durée de vie que celle de la photo. Il faut vraiment maintenant passer vraiment dans cette logique de service après-vente. Merci beaucoup, Paul Watkinson. On va se souhaiter une bonne COP 30 au Brésil. À bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On est en duplex avec Jean-Gabriel Vernet, qui est le cofondateur de la marque Anaïs Paris. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé, vous travaillez dessus depuis un peu plus de 2 ans et la marque est disponible depuis juin de cette année. Vous l'avez créé avec Romy Chilet. Pourquoi vous l'avez créé ? C'est quoi Anaïs Paris ? Racontez-moi. Alors, Anaïs Paris, c'est une marque de cosmétiques intégrale. Alors pour nous, la beauté, ça va au-delà de la simple apparence. Et en fait, on avait sur le marché beaucoup de marques qui s'occupaient principalement d'un côté du soin de la peau et d'un autre côté du soin du corps avec des compléments alimentaires. Et nous, on a voulu créer des synergies, des produits qui travaillent ensemble pour améliorer la beauté, l'apparence, mais aussi la santé de la personne. Qu'est-ce qu'on trouve comme gamme de produits ? Expliquez-nous, des crèmes d'un côté, des compléments alimentaires de l'autre. Alors en fait, on a travaillé par promesse, d'accord ? Ouais. Donc on a 3 promesses pour l'instant. On a une promesse détox, on a une promesse hydratation et on a une promesse anti-âge. Et pour chaque promesse, on a créé donc des synergies de compléments alimentaires donc qui vont venir travailler avec des soins topiques. Donc pour l'instant, comme soins topiques, on a des sérums et des crèmes. Et dans chaque promesse et dans chaque produit, on a mis des ingrédients qui vont venir travailler en synergie. Donc le complément alimentaire, par exemple détox, va venir aider à une détox globale et en produit, en soins topiques, donc le sérum et la crème, on va avoir des ingrédients qui vont venir apporter un soin détox à la peau de l'extérieur. À partir de quelle matière première, qu'est-ce que vous avez choisi pour fabriquer ces produits ? Alors, on a différents types d'ingrédients en fonction des promesses qu'on va vouloir adresser. Donc, par exemple, pour l'anti-âge, on travaille avec des ingrédients qui sont assez connus, comme le bakuchiol, qui est vraiment l'ingrédient beauté 2025. On a les peptides, et en fait, tous les ingrédients qui vont venir à chaque fois travailler et nous assurer que de l'efficacité du produit. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. En fait, donc on a effectivement, comme vous l'avez dit au début,
des produits qui sont pensés éco-responsables, mais pour nous, c'est vraiment la base maintenant quand on lance une start-up, c'est qu'il faut on doit respecter au mieux l'environnement. Donc ça, c'est vraiment une mode, une tendance qu'il y a eu depuis les 15 dernières années de marques cosmétiques naturelles éco-responsables. Et en fait, nous, on a voulu, donc en plus du côté holistique de la cosmétique in and out, on a voulu que nos produits soient vraiment efficaces. Et en fait, on travaille à chaque fois avec des ingrédients qui sont donc avec une efficacité reconnue et dans des concentrations importantes. Et donc, sur tous nos packs, vous voyez qu'à chaque fois, on utilise 2% d'acide hyaluronique, 2% de bakuchiol, 3% de niacinamide pour vraiment affirmer et rendre transparente notre volonté d'avoir des produits efficaces. Ouais, cette dimension d'éco-responsabilité, ça passe par quoi? Le choix des emballages, le fait de produire en France ou en Europe, quel choix vous avez fait? Oui, alors il faut le voir de manière globale. En effet, donc il y a de tout. Donc il y a la production, il y a les produits qu'on utilise, les ingrédients, il y a les cartons. Donc de notre côté, on a voulu essayer de faire au maximum pour que tout soit écologique en ayant des produits attractifs, d'accord, donc qui soient désirables. Donc on a donc du coup des emballages tels que les tubes en plastique qui sont en plastique recyclé à 75%. Pareil pour les flacons en verre. Donc en fait, on va essayer que tous les emballages soient au maximum recyclés et évidemment recyclables. Ensuite, on va utiliser des ingrédients qui sont le moins contaminants possible pour l'environnement. On ne va pas utiliser de plastique, de diméthicone, on ne va pas utiliser de paraffine, etc., qu'on retrouve beaucoup dans la cosmétique classique, mais qu'on ne retrouve évidemment pas dans la cosmétique naturelle. Ensuite, on va essayer d'avoir des entrepôts qui sont logiquement distribués par rapport à nos lieux de commercialisation. Donc là, on commercialise en France et en Espagne. Donc on va avoir on appelle ça des lieux logistiques qui sont entre les deux. Ensuite, après, on va travailler avec des entreprises qui sont extrêmement sensibles à ça. Et donc, typiquement, les façonniers avec qui on travaille sont des façonniers qui sont habitués à tout ce qui est éco-responsabilité. Donc, ils vont avoir une énergie gérée, qui vont utiliser des ingrédients sourcés et le moins contaminants possible. Donc voilà, c'est en fait finalement voir toute la chaîne, donc de la production jusqu'à la distribution, et à chaque fois, à chaque étape, réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de mieux pour que ce soit le moins contaminant possible, tout en gardant l'efficacité et la désirabilité. Merci beaucoup Jean-Gabriel Vernet, bon vent à Anaïs Paris. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires à Be Smart for Change. Salut.